Je n'investis pas dans un portefeuille mondial standard, comme le font tant de gens, mais de manière un peu plus offensive avec plus de Chine et de marchés émergents et donc moins aux États-Unis. Pour connaître mon rendement récent, regarde cette vidéo de Northern Finance. Je suis Alex Blake. Oui, je dois rire un peu, le rendement n'était pas beaucoup mieux, mais nous en parlerons. De nombreux investisseurs préfèrent apporter leur contribution plutôt que d'investir selon une stratégie prédéfinie. Par exemple, ne pas seulement suivre la stratégie mondiale 70 à 30, où 70% sont investis dans le MSCI Monde, qui investit dans 23 pays industrialisés, et 30% dans le MSCI Marchés émergents, utilisé en complément pour 25 pays émergents. Cela représente environ 85% de la capitalisation boursière mondiale. C'est une bonne base pour beaucoup, mais souvent on veut ajouter un peu de dynamisme et on laisse ses préférences d'investissement personnel influencer davantage le portefeuille. En plus du portefeuille mondial, des actions individuelles telles qu'Amazon, Apple ou Shell sont également investies, ou par exemple le Nasdaq. Personnellement, je reste avec les deux ETF et je n'ajoute pas d'autres actions individuelles ici. Au lieu de cela, je fais autre chose, dû au fait que je suis allé 2 fois en Chine, une fois quelques semaines et une fois pendant 6 mois pour étudier. Et à partir des expériences de cette période sur place, je suis convaincu que la stratégie mondiale actuelle des ETF, avec une forte pondération des États-Unis, est à long terme la mauvaise stratégie pour de nombreux investisseurs. Dans cette vidéo, tu découvriras exactement quelle est la part des États-Unis dans un tel portefeuille et comment elle se compare à la mienne. Tout d'abord, nous allons aborder quelques raisons de plus pour lesquelles je préfère avoir un peu plus plutôt qu'un peu moins de marchés émergents, et donc de Chine, dans mon portefeuille. La Chine a déjà dépassé les États-Unis en technologie à certains égards, et cette tendance va s'accentuer à l'avenir. Commençant par des entreprises technologiques bien connues de Shenzhen, telles que Tencent, BYD, G et Huawei, leaders mondiaux dans la recherche sur la technologie 5G, jusqu'au fait qu'en 2018, lorsque j'étais là-bas pour mes études, il était déjà possible de payer avec une reconnaissance faciale dans mon McDonald's local à Hangzhou, alors qu'en Europe et aux États-Unis, presque personne n'utilisait des technologies comme Apple Pay, encore moins des scans faciaux pour payer à un terminal de restauration rapide. À l'époque, j'ai même envoyé de l'argent à des sans-abri en scannant leur code QR sur un morceau de papier plastifié. En Europe et aux États-Unis, c'est encore impensable aujourd'hui, du moins je ne l'ai jamais constaté, mais les Chinois sont technologiquement au moins à un niveau comparable dans de nombreux domaines et nous devancent déjà dans certains cas. Juste une petite parenthèse ici. Si vous êtes encore au début de votre carrière d'investisseur et que vous vous demandez comment bien démarrer avec les ETF, cliquez sur la playlist ici dans la carte d'information ou en bas de la description de la vidéo. Vous explique en plus de 6 vidéos comment réussir votre entrée dans les ETF efficacement. Revenons à cette vidéo. Si vous investissez avec la stratégie mondiale standard et une répartition de 70 à 30 entre MSCI Monde et MSCI Marchés émergents, alors actuellement 68,77% du MSCI Monde sont investis aux États-Unis. C'était 2% de moins l'année dernière et dans votre portefeuille d'ETF, cela représente 48,13%. Cela signifie que pour chaque euro que vous investissez dans cette stratégie de portefeuille mondial via un plan d'épargne ou un achat ultérieur, 48 centimes vont aux États-Unis et seulement 52 centimes dans le reste du monde. Je pense que la part des États-Unis est beaucoup trop élevée, je ne qualifierais pas cela de stratégie mondiale, mais plutôt de stratégie américaine avec quelques autres pays ajoutés. La stratégie mondiale 70 à 30 est populaire car elle reflète la capitalisation boursière, les entreprises et les pays de manière similaire à l'évaluation réelle des marchés. Si les entreprises aux États-Unis sont donc nettement plus précieuses en bourse qu'en Allemagne, leur part ici est également beaucoup plus importante. Et c'est exactement la même chose dans la réalité, il y a quelques jours, lorsque Facebook, sous le nouveau nom de Meta, a publié ses chiffres, l'action a chuté de 26%, perdant ainsi 232 milliards de dollars de valeur marchande. Cela équivaut à peu près à la valeur totale de Mercedes-Benz, de la Deutsche Post et de BMW combinées. Il n'est donc pas étonnant que l'Allemagne ne représente que 2,4% du MSCI Monde, tandis que les États-Unis sont à 68,7%.
Cependant, ces dernières années, cette stratégie a bien fonctionné. Cela ne peut être ni ignoré ni exprimé autrement. Investir 70 à 30 pendant 10 ans a rapporté un rendement annuel de 9,3%, transformant 10 000 euros en environ 22 400 euros. 21 400 euros ont été réalisés. Un rendement de 9% par an, ce qui est très bon et qui est également supérieur à ce que l'on peut attendre à long terme de la bourse en tant qu'investisseur. Une valeur entre 6 et 8% sur 10, 20, 30 ans est réaliste. Alors, voyons comment ma répartition 50 à 50 s'en est sortie. Avant d'en parler, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé et voulez voir plus de vidéos de ce genre. Merci. Au total, 19 500 euros générés d'un investissement de 10 000 euros. Le site web que j'utilise pour ces calculs et visualisations est lié ci-dessous dans la description de la vidéo, ainsi que mon dernier rapport de test sur les courtiers et fournisseurs de plans d'épargne avec des jeux concours, si l'on souhaite suivre une stratégie de portefeuille mondial ou une autre stratégie d'ETF. Au cours des 10 dernières années, mieux surpondérer les États-Unis, mais je ne l'ai pas fait, donc moins bon rendement. On ne peut jamais prédire comment cela peut évoluer, mais grâce à des vidéos comme celle-ci, on peut constater que mon rendement était légèrement inférieur, comme nous le voyons ici. Maintenant, à travers des vidéos comme celle-ci, ou en général, on peut constater et réfléchir si l'on souhaite continuer ainsi ou non. Ma part aux États-Unis était de 34,38%, ce qui n'est pas négligeable, mais ne représente tout de même pas la moitié de mon portefeuille. La Chine et Taïwan représentent 24,08% de mon portefeuille d'ETF, tandis que dans la stratégie 70 à 30, ils représentent 14,48%. Et malgré ces rendements inférieurs dans un passé récent, je crois fermement que cela changera à long terme et que ma stratégie performera mieux. Pourquoi dis-je cela ? Si nous examinons la performance historique de l'iShares Core MSCI Emerging Market, nous constatons que la performance a été moins forte que souhaité. Ici, nous ne voyons que les dernières années. Cependant, si nous remontons plus loin dans le temps ou élargissons la période, nous pouvons voir dans ce graphique de Franklin-Templeton Investissement que l'image s'inverse et que les marchés émergents ont nettement mieux performé que les marchés développés, mais seulement pour une certaine période et plus après. Cela répond également à des questions comme celle-ci, au cas où vous seriez confronté à l'avenir. La période de temps est vraiment importante et heureusement, je place mon argent sur le long terme et ne me préoccupe pas trop de cela maintenant, même si actuellement les marchés émergents ont des performances plus faibles que le MSCI Monde et que la plupart investissent dans le monde, je le fais moins et donc j'ai un peu moins de rendement. Certains scientifiques affirment que la raison d'un rendement ou performance plus élevé, ce qui signifie la même chose ici, réside dans l'incertitude politique des marchés émergents. En Chine, régulation stricte des grandes entreprises technologiques et des cours de soutien scolaire en ligne, sans possibilité de demander de l'argent. J'ai déjà tourné une vidéo que je t'ai liée ici et en bas de la description. Entre autres en raison de ces risques politiques, les entreprises chinoises sont considérées comme moins précieuses que les américaines, car leur modèle économique pourrait théoriquement être fortement affecté négativement par le parti sans préavis important dans le futur, voire même être interdit. La Chine représente environ 32% du MSCI marchés émergents et Taïwan 16%. Le ratio cours-bénéfice est l'un des indicateurs les plus importants pour les investisseurs et décrit à quel point une action ou même un ETF est cher par rapport à son bénéfice de l'année précédente. Le ratio cours-bénéfice décrit combien de fois le bénéfice de l'année précédente doit être réalisé pour atteindre l'évaluation actuelle. En termes simples, cela indique le prix d'une action. En général, paire 12 est bon marché et paire 20 est cher. Le pair à la bourse de Shanghai est de 16,9, dans une fourchette normale, je dirais. Par contre, le ratio cours-bénéfice du S&P 500 américain est de 25,55, donc très cher. Donc, ceux qui achètent actuellement des titres américains paient généralement beaucoup plus cher pour obtenir le même dividende, par exemple dans leur portefeuille, par rapport aux titres chinois, ce qui explique en partie les valorisations plus élevées observées aux États-Unis ces dernières années. Cependant, ce n'est pas le seul facteur et malheureusement, je ne prédis pas le futur.
Cependant, je préfère surpondérer légèrement la Chine par rapport à la stratégie 70-30 basée sur la capitalisation boursière ou la stratégie 60-40 basée sur le PIB des pays, malgré les risques. Quels sont les risques que je ne veux pas prendre avec ces deux stratégies? Eh bien, pour moi, ce siècle est clairement marqué par la Chine, que cela nous plaise ou non, et ce malgré les bons documentaires qu'Arte a récemment produits à ce sujet. Cette décennie sera chinoise et nous devons apprendre à traiter avec les Chinois et nous ne pourrons pas les contourner. À mon avis, les États-Unis ne pourront pas maintenir à long terme cette surperformance des dernières années, alors que de plus en plus de Chinois accèdent à la classe moyenne et supérieure, consomment nettement plus et créent encore plus d'innovations que toutes les générations précédentes, tandis que la population américaine ne croît que lentement, ne s'enrichit pas et vieillit nettement plus rapidement que la Chine. Ce sont pour moi quelques-uns des arguments clés. On peut aussi avancer de nombreux arguments contre la Chine et dire que les entreprises américaines peuvent aussi bien faire des affaires dans un marché chinois en croissance. Apple ou Nike en sont quelques-uns des meilleurs exemples. Mais il ne faut pas oublier que ces entreprises ont dû partager leur savoir avec des partenaires chinois locaux pendant des années et des décennies via des co-entreprises. De nos jours, il y a de moins en moins d'industries nécessitant un partenariat en Chine. Et de plus en plus de filiales à 100% simples d'entreprises étrangères. Les Chinois ont vite rattrapé l'avance des entreprises occidentales en matière de connaissances sur de nombreuses années. Bien que cela soit évidemment préjudiciable pour l'Occident de partager ses connaissances, cela a été extrêmement bénéfique pour les Chinois. Et ce n'est pas seulement ici que la Chine agit de manière très stratégique, mais aussi dans de nombreux autres domaines, comme par exemple la nouvelle route de la soie, qui devrait stimuler le commerce avec le reste du monde pendant des décennies. Et de tels projets gigantesques n'existent tout simplement pas en Europe. Un autre exemple est le réseau à grande vitesse pour les trains, qui est désormais de loin le plus grand au monde pour les trains roulant à 250 à 350 km/h. Et bien que ceux-ci ne soient pas nécessairement rentables, comme la plupart des liaisons ferroviaires dans le monde, ils sont extrêmement importants pour le développement économique à long terme et la vitesse à laquelle ce réseau a été développé est tout simplement stupéfiante. Alors qu'en Amérique et en Europe de tels projets sont planifiés pendant des décennies et peuvent être bloqués par des tribunaux et des riverains, la Chine agit simplement, sans trop se soucier des pertes, il faut le dire, en un temps record. La Chine projette pour des décennies, réalise rapidement et ne planifie pas seulement jusqu'à l'élection suivante. Ne me comprenez pas mal. J'aime vivre ici dans une démocratie et je ne voudrais pas vivre en Chine. Je sais comment c'est là-bas. En tant qu'investisseur, je ne peux pas ignorer ces faits cruciaux pour moi en matière d'investissement. La justification pour moi de la forte proportion de Chine et de marchés émergents continue dans mon portefeuille. Qu'en penses-tu ? Suis-je trop fidèle à la Chine ou vois-tu cela de manière similaire? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous, abonne-toi si tu as aimé et que tu aies plus ou moins de Chine dans ton portefeuille, je te souhaite un bon rendement.